On a vu la dernière fois les contraintes d'intégrité statique. Aujourd'hui, nous allons voir les contraintes d'intégrité dynamique. On avait dit que les contraintes d'intégrité statique concernaient le contrôle de cohérence au niveau de l'état courant de la base de données. Concernant les contraintes d'intégrité dynamique, elles concernent le passage d'un état à un autre. Ça veut dire que les nouveaux tuples, les nouvelles valeurs qu'on met dans un nouveau tuple, dépendent des valeurs des anciens tuples. Il y a une dépendance entre les nouvelles données et les anciennes données. C'est pour cela qu'on dit que les contraintes d'intégrité dynamique concernent le passage d'un état à un autre. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir décrire ou définir ce genre de contraintes, ça veut dire qu'on doit pouvoir récupérer les nouvelles valeurs et les anciennes valeurs. D'où les variables système qu'on appelle old et new. Old pour dire ancienne, new pour dire nouvelle. Un exemple, on a la relation employé qui contient l'attribut salaire. Si j'écris cette contrainte de cette façon-là, new.salaire est supérieur ou égal à old.salaire, cela signifie qu'on veut exprimer la contrainte qui dit que le salaire ne peut pas diminuer, puisque toujours la nouvelle valeur elle est plus grande que l'ancienne valeur. Pour décrire les contraintes d'intégrité dynamique, puisque ça a relation avec un passage d'un état à un autre, ça veut dire qu'on doit indiquer le moment de la vérification d'une contrainte. Par exemple, cette contrainte new.salaire supérieur ou égal à old.salaire, quand est-ce qu'on doit la vérifier? C'est quand on change la valeur du salaire. Donc, c'est une opération de modification. Donc, c'est lors d'un update. D'accord? Donc, quand on définit une contrainte d'intégrité dynamique, on doit dire à quel moment on doit vérifier cette contrainte. C'est l'événement qui va déclencher la vérification de cette contrainte. Un autre aspect de contrainte d'intégrité dynamique qui est très utilisé, c'est celle qui permet de déclencher des opérations automatiquement lorsqu'un événement se produit. Ceci est assuré par ce qu'on appelle un déclencheur ou un trigger. Alors, que c'est qu'un trigger? En français, c'est un déclencheur. En anglais, c'est le trigger. C'est des ordres de déclenchement d'opérations quand un événement survient sur une table. Et ils sont utilisés pour assurer la cohérence des données dans la base en réalisant des contraintes qui doivent porter sur plusieurs tables. Pour définir un trigger ou un déclencheur, on doit lui donner un nom. On doit préciser l'événement qui va déclencher ce trigger. Alors l'événement, généralement, c'est les opérations de mise à jour des tables. Donc l'événement peut être soit un insert, soit un delete, soit un update. C'est les trois instructions qui peuvent déclencher un trigger. Donc, on donne un nom au trigger. On précise l'opération qui déclenche ce trigger. On donne le nom de la table, donc de ce trigger, qui est concerné par cet événement, et un ensemble d'actions à exécuter lorsque cet événement se produit. Je considère cet exemple, c'est l'exemple qu'on a vu en TD, dans le premier TD, cheval, jockey, course, participer. La base de données qui concerne les courses de chevaux. On veut exprimer que lorsqu'un cheval participe à une course, le nombre de courses de chevaux doit être incrémenté. Au niveau de cheval, ici, j'ai le NBC qui contient le nombre de courses d'un cheval. Je veux l'incrémenter automatiquement. Comment on incrémente cet attribut? C'est quand un cheval participe à une nouvelle course. C'est-à-dire à chaque fois qu'un cheval participe à une course, on doit incrémenter son NBC. Si un cheval participe à une course, où est-ce qu'on met cette information? On la met dans la relation participer. C'est ici où on a le numéro du cheval, le numéro de la course, le numéro du jockey et le classement. Donc si un cheval participe à une course, l'information, on l'ajoute au niveau de participer. Quand est-ce que je vais incrémenter NBC? C'est quand j'insère un tuple, un nouveau tuple dans participer. Donc le trigger ici, son événement, c'est l'insertion d'un tuple dans participer. Donc, il appartient à la table participer. D'accord? Je vais définir mon trigger sur la table participer. L'événement, c'est insert sur cette table. Et l'action, je vais faire un update dans le cheval, dans la relation cheval. Je vais incrémenter le NBC. Donc, comment on écrit ce trigger? Je vais faire create trigger. Ça, c'est le nom de la create trigger. Le nom du trigger, ici, c'est cheval course. L'événement, c'est after insert on participer. Donc, after, c'est un mot réservé. Donc, ce qui est en majuscule, c'est les mots réservés. D'accord, c'est les mots de SQL. Donc, create trigger. After, ça veut dire après. Insert, l'événement. On,
et on doit dire quelle relation. Quelle relation, c'est participer. La commande c'est create trigger, le nom du trigger c'est cheval course. Après insertion, l'événement c'est l'insertion. Après avoir inséré un tuple dans participer, update cheval, je vais incrémenter NBC. Update cheval, set, NBC égale NBC plus 1. Where, où est-ce que je vais changer? Je dois changer dans le cheval concerné par le tuple que je viens d'insérer. Le tube que je viens d'insérer, je le trouve dans new. Ça veut dire que new ici a la même structure qu'un tube de participer. New prend la valeur du tube que je viens d'insérer. Si je veux avoir le nouveau numéro CH que j'ai entré, c'est new.numch. New.numc pour avoir la course, new.numg pour avoir le jockey, new.classement pour avoir le classement. Donc dans notre cas, je veux modifier le NBC, l'incrémenter pour le cheval concerné pour lequel je viens d'ajouter une course. Donc, numch doit être égal à new.numch. Voilà. Donc, update cheval, set NBC égale NBC plus 1, where numch égale new.numch. Alors, on vous dit comme remarque, pour que la base soit toujours cohérente, il faut décrire ce qui doit se passer lors d'une suppression. Supposez que vous supprimez des tuples de participer, on aura une incohérence entre ce qu'il y a dans le NBC et le nombre de courses des chevaux qui sont ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux aussi, pour le triangle, définir le cas de suppression. Quand je supprime un tuple de participer, je décrémente NBC. Et comme ça, je suis sûr que le NBC contient toujours le nombre de courses d'un cheval. Donc, pour le cas de suppression, create triangle, cheval course S. Donc, j'ai mis S pour dire suppression. After, donc l'événement maintenant c'est delete. Je supprime donc participer. Donc delete on participer. Update cheval. Set NBC égale NBC moins 1. Where numch égale maintenant c'est old.numch. D'accord? Parce que je dois décrémenter le nombre de courses du cheval que je viens de supprimer dans participer. Un tuple que je viens de supprimer, je le retrouve dans old. Pour les variables système new et old, quand l'événement est une insertion, on n'utilise pas le old, on utilise uniquement le new. Quand l'événement c'est une suppression, je n'utilise pas le new, j'utilise seulement le old. Par contre, quand l'événement est un update, une modification, quand je fais update, ça veut dire j'ai un ancien tuple que j'ai remplacé par un nouveau tuple. Donc, l'ancien tuple, il est dans le old, le nouveau tuple, il est dans le new. On attire votre attention, quand vous écrivez un trigger, vous risquez de faire des boucles infinies. Si par exemple l'événement est un insert sur une table et cet événement va provoquer une insertion dans la même table. Donc ce insert into va aussi déclencher le trigger et donc ce sera une boucle infinie. Alors ici, je vais vous donner la syntaxe complète de Oracle pour la création d'un trigger. Create or replace trigger, nom du trigger, before ou after. Donc, je répète pour la syntaxe, j'en ai dit que quand c'est décroché, ça veut dire que c'est facultatif. Quand on vous met des barres, ça veut dire que c'est l'une ou l'autre, c'est des alternatives. Et quand on vous met donc des accolades, là, c'est des accolades pour vous dire toutes les options qu'on a. D'accord? Donc, ici, create or replace. Donc, vous remarquez, c'est décroché. Quand est-ce qu'on ajoute or replace? C'est quand le trigger existe déjà, vous l'avez déjà créé, vous voulez le modifier. Vous écrivez create or replace, sans les crochets bien sûr, create or replace, trigger, le même nom, et vous faites votre modification. D'accord? Parce que si vous écrivez directement create trigger, le même nom du trigger va vous dire ce trigger existe déjà. Parce qu'il va comprendre que c'est la création d'un nouveau trigger. Before, after, c'est l'événement qui va déclencher le trigger. Est-ce que l'action que vous allez exécuter, vous allez la faire avant l'exécution de l'événement ou après l'exécution de l'événement. Si avant, quand on écrit before, donc avant de supprimer ou avant d'insérer ou avant de modifier, faites ça et ça et ça. After, c'est après avoir supprimé ou inséré ou modifié. Après avoir fait ça, faites ces actions-là. Les actions qui sont dans le bloc plus bas. Les événements, donc on a dit, c'est soit delete, soit insert, soit update. Au niveau de update, vous pouvez préciser les colonnes. En général, dans les triggers, quand l'événement est un update, généralement, c'est quand on modifie une certaine colonne, pas n'importe quelle colonne. Peut-être que pour certains cas, vous pouvez avoir besoin d'un trigger
qui se déclenche suite à une modification tout court. Mais en général, on peut préciser aussi la colonne qui a été modifiée. Donc, si cette colonne de cette table est modifiée, alors faites ça et ça et ça. D'accord? Donc, là, avec le OR, ça veut dire que si les actions qu'on va déclencher, c'est pas toujours suite à une insertion, par exemple, mais je vais les déclencher s'il y a une insertion ou bien une suppression. Donc, je vais dire after insert or delete, ou bien after insert or delete or update, c'est-à-dire dans le cas des trois opérations. Voilà, donc on peut combiner plusieurs événements avec un or. Ça ne peut pas être un and, bien sûr. On la table, donc c'est toujours ces événements produits sur une seule table, que je donne son nom ici, après le on. Referencing old as et new as, ça c'est quand on veut renommer les variables new et old. Parce que là, le old veut dire ancien, new veut dire nouveau. Donc là, c'est quelqu'un qui utilise ces mots en anglais. Supposons que dans ces tables, il a l'attribut old déjà. Il a appelé un attribut old, il a appelé un attribut new. D'accord? Pour ne pas confondre, donc qu'est-ce qu'il va faire, cette personne-là? Va appeler, renommer les variables système old et new. Comme ça, pour qu'il n'y ait pas confusion avec ces attributs ou ces variables. D'accord? Donc, ici, c'est juste referencing old as un autre nom, new as un autre nom. C'est juste pour renommer les variables old et new. For each row veut dire pour chaque ligne. When, pour dire quand une condition est vérifiée. Et le bloc ici, c'est un bloc d'instruction qu'on va exécuter, qui va être déclenché par le trigger. Donc, pourquoi le for each row? For each row, parce que imaginez, puisqu'on a dit que l'opération c'est un insert, delete ou update. Par exemple, quand vous faites le update, cette instruction peut modifier plusieurs tuples à la fois, puisqu'on a une condition dans le where. Le where peut concerner plusieurs tuples, donc vous pouvez, avec le même update, modifier plusieurs tuples, d'accord? Ou avec le même delete, supprimer plusieurs tuples. Avec le même insert, insérer plusieurs tuples. Alors, si l'événement concerne un bloc de tuples à la fois, on vous dit comment je vais déclencher les actions automatiquement. Est-ce que je vais les exécuter une seule fois pour tout le bloc de tuples ou bien pour chaque tuple, je dois le faire? C'est-à-dire pour chaque tuple, je dois exécuter les actions qui sont dans le bloc ici. Donc, si vous voulez que ça soit fait dans chaque tuple, vous ajoutez for each row. Si on ne met pas for each row, on appelle ça un trigger de groupe. Ça veut dire que vous déclenchez les actions une seule fois pour tous les tuples qui sont concernés par l'événement. Voilà. Donc ça, c'est pour le for each row. Pour le when, donc c'est une condition en plus. C'est-à-dire, vous avez défini votre trigger. Vous avez dit que ce trigger-là va être déclenché si cet événement se produit sur cette table. Mais vous ne voulez pas le faire dans tous les cas. Vous voulez le faire dans certaines conditions seulement. Donc, vous ajoutez la condition dans le when. When, condition. Donc, l'événement s'est produit sur la table. Je vais vérifier d'abord si la condition est vérifiée pour déclencher les opérations. Pour le bloc PSQL, le corps d'un trigger, il va respecter l'écriture du PLSQL. PLSQL, c'est quoi? C'est un langage qui va fournir au niveau du SQL des structures de contrôle, d'utiliser des variables, etc. C'est une extension de SQL. On peut même définir des procédures et des fonctions. Alors, pour le trigger, le corps du trigger, les actions qui vont être déclenchées du trigger, c'est un bloc PLSQL. Alors, c'est quoi un bloc PLSQL? Il contient 3 sections. Une section de déclaration, une section d'instruction et une section de gestion d'exception. Alors, la première section, qui est la section de déclaration, c'est une section facultative. Bon, quand est-ce que je l'utilise? C'est quand j'utilise des variables. Bien sûr, si j'ai besoin de définir des variables, je les déclare dans la section de déclaration. La section obligatoire, c'est les instructions. D'accord? Parce que il faut dire ce qu'on veut faire comme instruction, Et la section concernant les exceptions aussi, c'est une section facultative. Le corps d'un bloc PLSQL s'écrit comme ça. Vous remarquez le crochet pour dire que c'est facultatif. Ça, c'est la section de déclaration.
qui commence par le mot déclare. La déclaration des variables se fait comme on fait dans le create table. On fait le nom d'un attribut suivi de son type. Ici aussi, je définis des variables, donc je donne la variable avec son type. Begin, entre begin et end, donc c'est le corps qui contient et la partie instruction à exécuter et la partie exception si je veux gérer des exceptions. Donc, la déclaration d'une variable, je donne son nom, son type, et si je veux l'initialiser, je mets deux points égales la valeur initiale. Alors, des exemples, âge, integer, le nom, varchar 30, date naissance, date, etc. Les instructions, on peut utiliser les if, on peut utiliser les while, on peut utiliser les case, d'accord? Enfin, for aussi, il y a la boucle for. C'est presque les mêmes structures que vous avez les types d'instructions que vous avez l'habitude d'utiliser, seulement que peut-être il y a des petites différences au niveau de la syntaxe. Et les exceptions, c'est pour gérer des cas particuliers. En général, c'est les erreurs.